La commune rurale de Kolo a exprimé sa reconnaissance au Rotab via son coordinateur. Cette commune a décerné un témoignage de satisfaction à Ali Idrissa. C'était ce matin à Kolo. La revue conjointe 2017, gouvernement, partenaire technique et financier et acteur de l'éducation, elle a débuté ce mercredi. Tous les problèmes qui minent le secteur de l'éducation vont être examinés au cours de ces assises. Mercredi 18 janvier 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Cela dit, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger était à l'honneur ce mercredi matin à Kolo, à travers la distinction de son coordinateur Ali Idrissa Nani. En effet, cette commune urbaine de Kolo a décerné un témoignage de satisfaction au coordinateur exécutif du Rotab pour son appui constant à la dite commune, notamment dans l'élaboration du budget participatif. Le résumé de cette cérémonie de décoration avec nos envois spéciaux Adam Soumana et Halidou Bourema. Les élus locaux et autres membres du conseil de la commune urbaine de Kolo sont réunis autour de leur premier responsable administratif pour la présente cérémonie, non pas dans le cadre d'un conseil communal, mais pour témoigner de toute leur gratitude à l'endroit d'un de leurs partenaires stratégiques. Il s'agit du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab, avec à sa tête le dynamique acteur de la société civile nigérienne Ali Idrissa pour leur appui inestimable à la commune urbaine de Kolo. Il s'agit pour nous de décerner un témoignage de satisfaction aux coordinateurs et à l'ensemble donc des membres du Rotab pour leur intervention prompte à l'endroit de la population de la commune de Kolo et à l'endroit de son conseil communal. Donc c'est pour toutes ces actions, monsieur le coordinateur, nous avons l'honneur, et c'est là au nom de l'ensemble de la population de la commune de Kolo, à son conseil communal, de vous décerner ce témoignage. Cette distinction, vraiment, mon honneur, ça me réjouit énormément parce que c'est un mérite. Si aujourd'hui la commune urbaine de Kolo vient de distinguer un témoignage de satisfaction au Rotab, c'est à juste titre. Le Rotab méritait ça parce que le Rotab nous a suivis de l'élaborer, du début à la fin de l'élaboration de ces budgets participatifs. Donc cette distinction vraiment est à juste titre. Nous lançons un appel solennel au Rotab pour qu'il nous suive, pour qu'il nous accompagne jusqu'à terme de ce budget participatif. C'est ça notre vie, le plus ardent. Naturellement ému par cette distinction, le coordinateur du Rotab, en toute humilité, a souligné que le mérite revient surtout au conseil urbain de Kolo pour son souci constant d'améliorer les conditions de vie de sa population. Notre joie est immense de recevoir ce témoignage de satisfaction au nom des élus, au nom de la population de Kolo. Nous sommes très contents qu'on puisse aujourd'hui considérer notre travail, qui a été de vous accompagner seulement. Ce qui a été essentiel, c'était votre volonté politique à pouvoir adopter et mettre en œuvre ce budget participatif, qui vous rapproche plus des populations locales, qui vous permet de prendre en compte les besoins de ces populations. Monsieur le maire, n'eût été votre engagement, nous ne serions pas aujourd'hui à ce stade. Nous ne pouvions que vous encourager et continuer à vous soutenir dans ce sens pour qu'il y ait plus de développement dans cette commune, pour que les populations-là puissent se dire qu'ils ont eu à élire des citoyens qui comprennent leurs problèmes et qui prennent en compte leurs préoccupations. Vraiment, c'est à vous que revient l'honneur, parce que c'était vous qui avez mis en œuvre ce processus. Nous vous remercions très sincèrement au nom de l'ensemble des membres et de l'équipe technique du Rotab.
Cette cérémonie, qualifiée d'exceptionnelle par ses organisateurs, prouve si besoin est le rôle combien important que joue le ROTAB et son coordonnateur Ali Idrissa pour le mieux-être des populations nigériennes, notamment à travers le renforcement de leurs capacités en vue de prendre en main leur destinée. Lancement ce mercredi au Palais du Congrès de la revue conjointe 2017, gouvernement, partenaires techniques et financiers et acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine de l'éducation, une plateforme d'échange qui a pour objectif d'examiner et de discuter sur certaines préoccupations du secteur de l'éducation afin de leur apporter des solutions. C'est le Premier ministre Brigitte Raffini qui a présidé la cérémonie en présence de nos reporters Michel Dedji et Chebou Guissou. C'est une rencontre d'échange et de dialogue entre tous les partenaires de l'éducation et de la formation et l'occasion a été donnée pour le Premier ministre de revenir sur l'importance du PSEF dans le bon fonctionnement du système éducatif nigérien. Il s'agit d'un programme holistique très ambitieux dont l'objectif principal est d'atteindre l'épanouissement de nos enfants à travers une éducation et une formation de qualité pour tous à l'horizon 2024, date marquant la fin du programme. Il vise entre autres la mise en œuvre intégrale de notre politique de l'école obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans à travers l'approche de l'éducation de base élargie. La mise en œuvre du PSEF est un grand défi pour le gouvernement nigérien. Un enjeu important pour l'école nigérienne, dont l'atteinte contribuera de manière significative à l'amélioration du rang du Niger dans l'indice du développement humain, IDH, et par conséquent de notre élan de développement socio-économique. Un programme en faveur duquel le chef du gouvernement a appelé à un engagement et accompagnement de tous les participants. Il s'agit pour vous de définir une approche commune en matière d'accès, de gouvernance, de financement et de la qualité de l'éducation et de la formation. Car, en effet, tous ces points sont liés et interdépendants. Au cours de cette revue, vous aurez d'une part à analyser les performances du système éducatif et d'autre part à approfondir le dialogue sectoriel sur des thématiques prioritaires. La présente revue doit se faire avec méthode et des échanges francs et cordiaux, abordant tous les aspects du secteur de l'éducation et de la formation. En effet, ces objectifs visent à assurer une bonne scolarité à tous les enfants nigériens, de la maternelle à l'université, tout en garantissant l'école obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Malgré les nombreux obstacles et défis liés à un contexte difficile sur le plan sécuritaire et à une conjoncture économique régionale, nous maintenons l'éducation comme un secteur prioritaire et nous voulons, avec l'appui de tous nos partenaires et acteurs de l'éducation, faire de l'année 2017 l'année des réformes dans le secteur de l'éducation et de la formation. Des réformes qui auront pour source d'enrichissement les recommandations qui seront issues de ces assises de 3 jours. Et le Premier ministre a terminé en appelant tous les acteurs clés à œuvrer en faveur d'un consensus fort autour de l'école nigérienne dans le but de la rendre plus efficace. Il a été validé en 2014 par le gouvernement et les partenaires locaux et ceux de l'extérieur. C'est le programme sectoriel de l'éducation et de formation qui s'inscrit dans le cadre de la politique de la Renaissance qui vise à rendre l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Un programme qui prend en compte la charge de la formation des enfants en situation d'échec scolaire. Cependant, il souffre énormément car jusqu'à présent sa mise en œuvre tarde. Retrouvons Michel Dedji et Chebou Guissou.
3 ans après la mise en œuvre du programme, certains acteurs continuent à s'inquiéter de l'avenir des enfants qui ne réussissent pas dans le système traditionnel de l'école et qui devaient fréquenter des centres de formation pour y apprendre des métiers dès leur jeune âge sous la tutelle des ministères en charge de la jeunesse et de la culture. C'est des enfants qui ont une certaine moyenne, notamment une moyenne relativement faible. En tout cas, les listes que j'ai consultées, j'ai compris que ce sont des élèves qui ont une moyenne faible. Alors, puisqu'ils ne peuvent pas, et c'est tout à fait normal, ils ne peuvent pas continuer dans les systèmes scolaires classiques, on peut leur donner la chance de faire autre chose. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été très compétents dans le système scolaire classique qu'ils ne vont pas être compétents dans le système de la formation, par exemple des formations au métier. Et malheureusement, voilà 3 ans que cela n'a pas été mis en œuvre. Je dis bien 3 ans. Et en 3 ans, il y a environ aujourd'hui plus de 30 000 enfants qui attendent l'ouverture de ces centres. Et là, les gens se lèvent pour dire que non, au niveau du PSF, Programme sectoriel de l'éducation et de la formation, que les gens sont en train de faire des efforts au niveau des autres ministères. En tout cas, du côté de la jeunesse et des sports, ça ne fonctionne pas. Du côté de la culture, ça ne fonctionne pas non plus. Et je vous assure, chaque matin, ils sont dans nos services pour demander qu'en est-il. Et finalement, ils sont fatigués. Fatigués, ils le sont, oui, reconnaît l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants. Cette situation qui est accablante pour nous, parents, du moment où l'État du Niger a pris l'engagement de la gratuité de la scolarité de 0 à 16 ans. Effectivement, cette situation prend en compte les élèves dont l'âge excède la régularité au niveau des collèges d'enseignement général. En ce qui les concerne, il est prévu de les repêcher pour une formation professionnelle, donc un apprentissage de certains métiers. Et la situation que nous vivons présentement, c'est que ça fait 3 ans que, pour prendre le cas de Niamey, c'est le manque de sites d'accueil, centres d'accueil, parce que celui qui existe à Kouartedji pose des problèmes sérieux pour les parents d'élèves de la région de Niamey, vu l'éloignement. Et il y a aussi ce problème de sensibilisation. Les parents ne sont pas sensibilisés et ils ne sont pas impliqués dans le choix de la filière que l'enfant devait suivre. Parce que beaucoup de parents, nous avons vu, cette année, il était prévu de les accueillir à la maison de Jeanne Diadesekou, la maison de la culture régionale. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de parents ont refusé parce que pour eux, il ne peut y être appris là-bas que quelque chose de culturel, soit la chanson ou la danse. Des manquements dont les répercussions ont été révélées par le représentant des partenaires techniques et financiers à l'ouverture de cette rencontre. Les résultats du rapport PASEC classent le Niger en mauvaise position sur les 10 pays évalués. Mais ces résultats ne doivent pas décourager, mais au contraire constituer une incitation à définir ensemble des solutions concrètes à tous les niveaux afin d'améliorer la qualité. Pour remédier au problème, un nouvel arrêté ministériel semble avoir été récemment pris pour permettre à ces élèves de retourner au niveau des collèges d'enseignement général selon l'Association nationale des parents d'élèves. Dans tous les cas, nous, en tant que parents d'élèves, nous savons qu'il y a eu un retard, pratiquement 3 mois. Bon, mais ils vont rejoindre quand même les camarades de l'enseignement général. L'arrêté est déjà là. Donc ces élèves vont, par établissement, ils vont rejoindre leur établissement respectif. C'est-à-dire ceux de la commune 3 ou de la commune 1. Dans tous les cas, ils ont les collèges dans lesquels ils vont partir, ces élèves. Quitte à savoir, l'année prochaine, les responsables, les autorités vont voir comment en créer ces centres professionnels, parce qu'à Niamey, pratiquement, on n'avait pas de centres professionnels. Il est à noter que les ministères concernés n'ont pas voulu se prononcer sur la question. 48 heures après la sortie médiatique du syndicat national des agents des impôts SNAI, le lundi 16 janvier dernier, sortie dans laquelle ce syndicat a fustigé les conditions de la tenue d'une rencontre avec le ministère de tutelle, et puis le ministère a répliqué cet après-midi par la voix de son secrétaire général. Tahir Hassan apporte ses précisions par rapport à la rencontre entre le ministère des Finances et le SNAI.
1. Le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts a indiqué que, je cite, le ministre a d'entrée de jeu déclaré au Ben Sinaï qu'il n'avait pas de temps et qu'il faille aller très vite comme s'il n'était pas initiateur de la dite rencontre. Fin de citation. À ce sujet, il est utile de préciser qu'à titre préliminaire à la rencontre, le ministre a indiqué qu'elle portera sur une prise de contact avec les membres du Sinaï, puisqu'il n'a pas encore terminé la série de rencontres qu'il a entamées après sa prise de fonction, position qui a d'ailleurs été reprise par le secrétaire général du Sinaï lors de son intervention. En outre, la rencontre a fait suite à une demande d'audience du bureau exécutif du Sinaï, à laquelle le ministre a favorablement répondu pour marquer son engagement pour le dialogue. 2. Le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts a indiqué que, je cite, le ministre a affirmé gravement que son seul interlocuteur est le syndicat national des agents des finances, SNAF. Le Sinaï a quant à lui comme interlocuteur la direction générale des impôts, comme s'il y a un ministère des impôts distinct du ministère des finances. Fin de citation. Sur ce point, il est à rappeler que le ministre des Finances a simplement demandé aux membres du syndicat de privilégier le dialogue interne au sein de la direction générale des impôts. Et c'est quand les questions n'ont pas été réglées à ce niveau qu'il faudra les remonter au niveau du ministre en vue de leur trouver des solutions. Cette position est valable pour l'ensemble des syndicats du ministère. 3. Le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts a également indiqué que, je cite, poursuivant sa dérive autoritaire, le ministre nous impose de distinguer les intérêts de l'administration et ceux du syndicat. Fin de citation. Le ministre a effectivement demandé au syndicat, pour une meilleure efficacité dans la recherche de solutions, de privilégier la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres et de se départir de la gestion des services de la Direction générale des impôts qui relève de la responsabilité de la Direction générale. En effet, le ministre a insisté sur la nécessaire séparation du rôle entre le syndicat et l'administration dans le strict respect de la réglementation. L'examen d'ailleurs des questions posées au ministre à la fin de la déclaration de presse fait ressortir clairement que le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts confond les intérêts des membres du syndicat avec les questions liées au fonctionnement courant des services de la DGI devant être garantis par la direction générale. 4. Sur la série de questions posées, il est utile d'apporter des précisions suivantes concernant la question des ristournes. Jamais, je dis jamais, le ministre des Finances n'a été mis au courant des échanges avec les syndicats sur la question, lesquels échanges étaient engagés d'ailleurs avant son arrivée au ministère. En effet, il s'agissait de concertations préalables entre le secrétariat général du ministère et les 5 secrétaires généraux des syndicats sur l'examen des possibilités juridiques de l'octroi des ristournes au ministre et la révision des modalités d'octroi aux secrétaires généraux du ministère. L'ensemble des 5 secrétaires généraux des syndicats ont reconnu le bien fondé de la proposition. Ces échanges sont conduits en dehors des ministres, qui n'ont d'ailleurs pu être informés qu'après la découverte ce jour de la déclaration de presse du secrétaire général du syndicat national des agents des impôts. Les 4 autres secrétaires généraux des syndicats apporteront sans doute leur témoignage quant au contour de la question, des échanges qui ont été conduits et même des appréhensions qu'ensemble nous avions eues quant à la suite que les ministres réserveront à la proposition qui sera faite. En effet, les ministres ont toujours marqué leur rejet de faire partie des bénéficiaires des ristournes accordées aux agents du ministère des Finances. Un atelier de sensibilisation sur la migration a ouvert ses travaux ce mercredi à la Maison de la Presse. L'atelier vise à édifier les participants qui sont essentiellement des hommes des médias qui jouent un rôle important dans la lutte contre ce phénomène. Le compte rendu avec Asamaou Seydou et Saroudemi.
Cet atelier de sensibilisation sur la migration est organisé à l'intention des hommes de médias. 2 jours durant, les participants seront édifiés sur le thème de cette session à travers les exposés qui seront présentés et les débats qui vont suivre. La migration humaine est un déplacement du lieu de vie d'individus. C'est un phénomène probablement aussi ancien que l'humanité. Les statistiques internationales évaluent entre 185 et 190 millions le nombre de migrants internationaux pour les années 2000. Pour les personnes ayant quitté leur pays pour vivre et se fixer dans un autre pays pour au moins 1 an. Ce nombre augmente de 2% par an. Il mesure un stock et comprend la migration volontaire et la migration forcée. Les migrations internes au pays sont également en augmentation, mais on parle alors plutôt de déplacement de population. Les conséquences de la migration sont multiples. Les personnes dotées d'une solide formation et d'un esprit d'initiative se décident plus facilement à émigrer. Certes, le départ à l'étranger d'ouvriers qualifiés accentue les difficultés que connaît leur état d'origine. Mais l'argent qu'ils envoient à leur famille resté sur place contribue à atténuer la pauvreté qui règne. Un afflux massif de requérants d'asile confronte les États occidentaux à plusieurs problèmes de taille. La migration, une préoccupation nationale, sous-régionale et même internationale. Une préoccupation à laquelle il faut bien sensibiliser les hommes des médias, acteurs clés dans le combat contre ce phénomène. Les médias constituent des lucarnes importantes à travers lesquelles les citoyens sont informés, notamment sur la question migratoire. Les reportages et informations sur les enjeux migratoires participent fortement à la formation de l'opinion publique. Toutefois, un mauvais traitement de l'information fait le lit très souvent à la construction d'un sentiment de peur, de violence et de suspicion. C'est donc en informant avec objectivité, équité et j'allais même dire avec humanité que vous pourriez générer des perspectives heureuses et garantir la pluralité des opinions sur le sujet. Il s'agit tout simplement de traiter avec professionnalisme l'information. Traiter avec professionnalisme l'information sur le fait migratoire, c'est relater les événements liés au sujet tout en se souciant de ce qui fait qu'une information sur les migrants mérite d'être publiée ou diffusée. Cet atelier vient à point nommé, surtout pour le Niger, pays de transit pour les candidats à la migration des pays de la sous-région. L'atelier est organisé par la Maison de la Presse. Au moins 60 personnes sont mortes au Mali et des dizaines d'autres blessées dans un attentat à voiture piégée commis contre un camp militaire dans le nord du pays ce jour même, mercredi. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis plusieurs années. Pour l'instant, il n'a pas été revendiqué. À Gao, le bilan est lourd. Après une nouvelle attaque sanglante, les corps s'entassent à même le sol. Peu avant 9h ce mercredi matin, un véhicule a pénétré dans le MOC, le mécanisme opérationnel de coordination. Un camp militaire qui abrite des soldats gouvernementaux ainsi que plusieurs groupes armés. Le camion a écrasé plusieurs personnes sur son chemin avant d'exploser à l'intérieur du camp. Pour les habitants, c'est la frustration qui domine. Le véhicule a fait au moins 2 heures de temps ici, ça s'arrête. Parce qu'il n'y a personne parmi les gens de MINUSMA qui s'arrête au sentinelle. Il n'y a pas quelqu'un. Vous disiez que vous avez tous les caméras du monde sur Gao. Et vous voyez des choses qui se passent. À la dernière minute, vous venez pour vous dire que vous mettez la sécurité. On n'est pas content du tout. Gao se trouve dans le nord du Mali, une région sous le joug des islamistes entre 2012 et début 2013. Les forces militaires françaises ont depuis chassé une grande partie des groupes armés, mais l'insécurité domine dans la région et les attaques se sont multipliées ces derniers mois. Celle de mercredi est la plus sanglante sur le sol malien depuis plusieurs années. L'ONU parle d'une véritable boucherie et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a décrété un deuil national de 3 jours. C'est sur ces images sanglantes qui prend fin ce journal. Merci, mesdames et messieurs, à vous qui l'avez suivi. Et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.